Alors, Bethléem, l'énigme des mages. Alors, donc, il y a eu plusieurs livres décrits sur le sujet, dont celui-ci, dont cette conférence s'inspire. C'est une théorie qui a été développée par Ernest Martin, qui est un archéologue. J'ai été surpris. Il y a encore des planétoriums dans le monde entier qui ont pour Noël un programme sur les différentes théories de l'étoile de Bethléem. Alors, c'était quoi l'étoile de Bethléem? Grand mystère. Ce soir, je ne vais pas répondre clairement à la question, je vais simplement exposer une hypothèse, parmi les plus intéressantes. Alors, bien sûr, il y a l'aspect ludique et l'aspect romantique, cet aspect-là, mais les textes bibliques sont souvent sobres. Hein? On n'essaye pas de faire d'une poésie un peu trop romantisée. Donc, et bien sûr, tout ça me conduit à faire une découverte. Une découverte unique, une découverte vraiment qui montre une structure du ciel, et je l'ai appelée Astromitra. Mitra veut dire une matrice en langue grecque, ou Théomitra, la matrice dans le ciel. Il y a une matrice, les étoiles n'ont pas été placées là par hasard. Il y a une position géométrique, et ce qui m'a inspiré, c'était André Moschera, qui est un astrophysicien au CNRS Observatoire de Marseille. Et vers la fin de la retraite, il commençait à s'intéresser à l'archéologie, l'astronomie des Égyptiens anciens. Il travaillait sur Karnak. Vous avez des kilomètres d'alignement de grandes pierres, de menhirs. Et il a découvert, c'était quoi? C'est le balayage de l'écliptique dans le ciel. Alors, c'est quoi ça? Vous allez voir, vous allez comprendre. La source de l'histoire des mages, c'est Matthieu, juste Matthieu, chapitre 2, pas ailleurs. Matthieu 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Il y a plusieurs Hérodes, Hérode le Grand en passant. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ce pas des rois mages. Les gens disent des rois mages, c'est des mages. Alors, et ils disent, souvent on dit qu'il y était 3. À cause qu'il y a 3 présents qui ont été donnés. Non, il était une grosse cohorte. Alors, ils arrivent à Jérusalem, et à Jérusalem, ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Oh! Ça aurait été des Gaulois, ou des Romains, ou bon, c'est quoi ces jeux? Mais des mages. Tu vois, la question qui venait de loin, c'est que les mages avaient la réputation d'être des grands astronomes de la Perse ancienne. Le mot magie vient de mage, magie. Alors donc, ça l'a bouleversé complètement tout Jérusalem. Parce que à Jérusalem, tout le monde attendait le Messie. Alors on imagine une cohorte qui vient de très loin, de Babylone ou de la Mède ou de la Perse et l'Empire perse. Et bien sûr, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Pour quelle raison? Bon, c'est assez simple. Alors, tout le monde a été troublé. Pourquoi tout Jérusalem? Pas juste Hérode. Ben, c'est simple. Pour la raison, tous attendaient un Messie. Hérode, ce n'est pas un vrai juif. C'est un édomite. Et bon, il s'en balançait un peu. Hein, il jouait le jeu pour plaire aux Juifs. Les pharisiens le détestaient, les sadducéens l'aimaient, si je me souviens bien. Enfin, mais c'est un despote. Et il y a l'origine des mages. C'est ça qui a attiré l'attention des astronomes. Les mages. Oh! Ou encore, l'histoire est vraie et c'est vraisemblable comme histoire parce que c'est des mages, les champions de l'astronomie. Ou encore que si c'est une histoire montée de toutes pièces, c'est que la personne a pris soin de ne pas mettre n'importe qui, mais de choisir des mages. Vous voyez un peu l'idée?
je parle à façon, je fais la conférence, moi, pour parler devant des non-chrétiens comme des chrétiens, alors je donne les deux options, bien sûr. Et il y a aussi que la question, les rois perses et Daniel. Daniel était à Babylone quand il y a eu ce renversement des Chaldéens, avec Nebuchadnezzar, son petit-fils, Belchazzar, où tout s'est effondré, et en une nuit, les Médo-Perses ont pris le contrôle. Étaient déjà aux portes, il y avait déjà des relations commerciales, il y avait déjà aussi des mercenaires Médo-Perses employés par les Babyloniens. Alors, c'était juste un renversement, et après, on a eu une série de rois perses, et qu'on voit dans les Écritures, sont très sympathisants, si on veut, des Juifs. Comme quoi, oui, les Juifs, c'est le peuple de Dieu, et c'est... Donc, on le voit un peu dans le texte, dans ce parcours-là. Nebuchadnezzar a eu une expérience avec Dieu assez forte, parce qu'on voit une conversion, si on veut, de Nebuchadnezzar. Et Belchazzar, son petit-fils, n'a pas suivi les traces de son grand-père, donc il a été trouvé faible dans la balance. Alors donc, on a cet aspect, et il y a d'autres aspects de la religion des Perses qu'on va voir ensemble. Alors, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, écoute, à Bethléem, en Judée, regarde, il y a une prophétie de Michée. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. C'était évident pour tous les Juifs que c'était le Messie, on parlait du Messie. Et en plus de cela, on savait que c'était dans la ville de David qui naîtrait. Ça faisait du sens. David était de Bethléem. Mais Bethléem, ça a toujours été un petit village, moins que rien, simplement petit, sans importance, à l'ombre de Jérusalem, qui est à 20 km. Alors, c'est pas très loin d'aujourd'hui. On y va en autobus, on fait du shopping, on va voir un film à Jérusalem, c'est à côté. C'est 20 km, c'est rien d'aujourd'hui. À l'époque, ça faisait une bonne marche, mais c'était insignifiant. Alors donc, les Juifs avaient l'adresse, mais ce qui est curieux, c'est que les mages avaient l'heure du rendez-vous. Ils n'avaient pas l'adresse. Ils retentissent à Jérusalem en se disant, écoute, le roi des Juifs vient de naître. C'est quelqu'un d'important et il doit être à Jérusalem. Imaginez le choc pour les gens de Jérusalem. Ils viennent de très loin adorer le roi des Juifs parce qu'ils ont vu son étoile en Orient. Ça ne fait pas juste qu'un petit roi, c'est un grand roi. On va voir quelque chose d'assez intriguant des Perses. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et ça va donner un temps auquel l'arrivée des mages dans le secteur, après des mois de voyage. Jésus avait au moins 1 an. Donc, Joseph avait trouvé du boulot comme charpentier probablement. Il n'était plus dans un étable. Donc, les mages arrivent et ils vont à une maison. L'histoire des bergers, ça c'est 1 an avant, ou un peu plus qu'1 année avant. Alors donc, c'est plus simple qu'on fait une petite crèche de Noël, mettre les mages qui arrivent à côté des bergers, on les met tous ensemble, c'est joli, c'est plus romantique. Mais ici, le texte est assez clair. Alors, quel âge avait Jésus quand les mages l'ont visité? On ne va pas voir le texte entre les deux, on va juste sauter simplement pour la logique du synchronisme. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, parce qu'il avait dit aux mages, dans le texte qui suit le verset 7, il dit, quand vous l'aurez trouvé, viendrez me voir, parce que moi aussi, je veux aller l'adorer. Et les mages ont eu en songe, comme Joseph a eu un songe, que ça tournerait mal. Tournerait très mal, et les mages ont dit, le gars, c'est un psychopathe. Et lui, on n'a rien à cirer des prophéties du Messie. Il veut simplement pas avoir de roi dans les pattes. Alors, il a fait tout assassiner les enfants. Alors, on le voit dans le verset 16. Alors, il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous,
qui était à Bethléem, parce qu'il est enquéri du temps de l'étoile. Alors, probablement, il a dit 2 ans, c'est plus... Si on dit les enfants de 1 an et moins, les soldats, bah, écoute, moi, je ne suis pas pédiatre, là. Alors, il s'est dit, ben, tous les enfants qui ont 2 ans, qui ont des dents percées, tout ça, on est certain, qui commencent à se tenir debout un peu, on les élimine, on est certain d'éliminer le Messie. Alors, probablement qu'il avait calculé, c'était mis une marge de sécurité, si on veut, pour s'assurer de ses plans. Il avait dit 2 ans et moins, probablement que Jésus avait 1 an et demi. Vous voyez un peu l'idée? Alors, les soldats, c'est quelque chose de très morbide. Alors, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors, après avoir entendu le roi, là, on revient entre les 2 textes. Là, c'est simplement mettre 2 versets qui sont un peu décalés ensemble, un peu espacés, simplement pour parler de la date de Jésus avec les 2 versets. Maintenant, on voit le texte entre les deux. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, là, ils ne se doutaient pas à ce moment-là, que des plans de Hérode le Grand. Et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Alors, ils entrèrent dans la maison, ils offrirent 3 présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et ça aidait certainement à payer le voyage de la petite famille de Joseph pour aller en Égypte, pour se sauver justement de cette raffia, si on veut. Alors donc, ici on a un problème, parce que tous les phénomènes astronomiques ne font pas de choses semblables. Ils ne vont pas guider comme ça et s'arrêter au-dessus d'une maison. Donc les théories qu'on voit ne collent pas avec cela. Ça, il peut y avoir un phénomène astronomique, parce qu'il voit son étoile en Orient, tout ça, et à la fin, dans la dernière partie du parcours, ils ont quelque chose d'un peu surnaturel qui s'est produit. Vous voyez un peu l'idée, ça peut être une combinaison des deux. Parce qu'en général, même une comète, une météorite, ça passe dans le ciel. Mais une étoile qui explose, qui fait une nova, une lumière très brillante dans le ciel, ça bouge avec la rotation du ciel. Même chose pour une comète. Une comète, on peut la voir, il y a des comètes qu'on voit presque en plein jour. Mais elle bouge tellement lentement. Il faut la voir jour après jour, semaine après semaine, parce qu'elle tourne dans le ciel avec la rotation du ciel. Donc, on n'aura pas de truc qui... Il n'y a pas de phénomène astronomique qui peut justifier un tel mécanisme. Alors ici, autrement dit, vous pouvez complètement rejeter la théorie que je vais démontrer sur la base de ce texte-là en disant, bon, le phénomène est purement surnaturel, donc on n'a pas à regarder les éphémérides, les calendriers astronomiques, les programmes d'astronomie pour essayer de retracer quelque chose. C'est surnaturel. Vous voyez un peu l'idée? Vous me suivez? Alors donc, ça met un peu un os dans la soupe, comme on dit, des théories astronomiques. Mais ça peut être une combinaison des deux. Alors, le Messie des Juifs. Alors ça, j'aime l'expliquer, surtout quand j'ai un auditoire de personnes qui ne connaissent rien au judaïsme. Et bon, chacun de nous sont présents, que l'histoire telle qu'on la connaît, elle est linéaire. On a Noé, bien sûr, Adam et Ève, Noé, Abraham, Moïse, David, la série de rois, et toutes les royautés s'effondrent, celle de tous, de Juda et d'Israël, et même des Samaritains, tout s'effondre dans cette royauté-là à cause de la déportation à Babylone. Mais en fait, les Juifs voyaient, et bien sûr, un gars comme Paul qui a été foudroyé, si on veut, dans le sens que pharisien, vraiment antichrétien, mettait à mort les chrétiens, il disait, mais c'est une hérésie ce truc. Un jour, il s'est réveillé devant Jésus et compris que Jésus était le Messie. Mais non seulement ça, le gars était tellement théologien, connaissait tellement les Écritures, il était en mesure, plus que Pierre ou d'autres apôtres, de mettre les morceaux du casse-tête en place, le casse-tête messianique dans l'Ancien Testament. Et on le voit dans la théologie de Paul, on le voit dans les explications de Paul.
On dirait que c'est marteau le truc, c'est incroyable ce qu'il réussit à mettre en place. Et alors il le dit dans Colossiens 1,16. Tu réalises, tu attends le Messie, ok, ça ne doit pas être le Messie. Un bon jour, tu te réveilles, tu réalises non seulement Jésus, c'est le Messie, il est mort ressuscité, et il s'aperçoit que c'est dans l'Ancien Testament. Et non seulement ça, tu commences à mesurer que, oh, c'est énorme. C'est énorme. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Les choses visibles, invisibles, tout. C'est plus que hyper important. Il n'y a pas d'adjectif pour dire à quel point le Messie, Jésus, est hyper important. Hyper, super, ultra, supra. Il n'y a pas et Paul est devant un phénomène en se disant, mais écoute, c'est incroyable. Ça vaut la peine de vivre pour lui. Alors donc, la vision des Juifs, elle est plus, je ne dirais pas circulaire, mais ils voient que chaque événement pointe vers un centre, vers le Messie. Ils voient toute une cohorte qui arrive de très, très loin, avec des sages qui sortent leurs instruments d'astronomie ou de je ne sais quoi. Ils ont des livres avec eux. Ils voient une cohorte, puis ils doivent faire du commerce en chemin pour payer le voyage. C'est ce qu'on fait. On amène des produits, des épices. Donc, c'est facile de faire un cadeau à Joseph et l'enfant de Jésus et Marie. Ils ont avec eux plein de... Alors, ils font du business. C'est une caravane. C'est gros. Tu arrives à Jérusalem, les gens, waouh! Des gens qui parlent de langues étrangères, qui ont des vêtements. Ça ne vient pas d'où? Ça ne vient pas de n'importe où. Alors donc, il y a ce concept-là qui dit, nous, on connaît l'adresse, on connaît pas l'heure du rendez-vous, et eux le savent. Hérode a pris ça au sérieux, et les gens, ça a dû fouetter le peuple juif pour les décennies à venir, pour la préparation de la venue de Jésus, cet événement-là. Donc, il y a la question du lion, mais il y a la question de l'agneau, qui est un peu en sourdine, qui est caché. Hein? Tant qu'on ne comprend pas l'histoire de Jésus, on ne comprend pas ce que veut dire Ésaïe 53, le Messie souffrant et le Messie ressuscitant. Tout d'un coup, on peut mettre toutes ces choses-là ensemble. Alors, qui étaient les mages? L'autre question. Les mages, qui étaient les mages? Ben, c'est des magus, magouche, magi. Vous voyez un peu la carte à côté, l'Empire babylonien qui s'est effondré. Et vous avez sur la droite les Mèdes, c'est l'Iran. Les Mèdes parlent une langue indo-iranienne ou indo-arienne. Et on pense, certains disent, c'était les Kurdes. Aujourd'hui, les Kurdes parlent un dialecte qui est très proche du perse. C'est une famille de langues. Donc, il y avait un consortium de peuples médo-perses avec des tribus. Les Mèdes, on dit, c'est des gens qui vivaient dans les montagnes, dans le centre de l'Iran. Et parfois, c'était eux qui prenaient le contrôle, mais les Mèdes et les Perses avaient une culture semblable et une croyance semblable, mais il y avait comme deux peuples. Et d'ailleurs, on le voit dans les Écritures, la loi des Mèdes et des Perses. Hein? On le voit tout au long du livre de Daniel, d'Esther. Alors, c'est des gens qui étaient très à cheval sur les lois. Aristote avait une bonne opinion. Il a rencontré un juif, il avait une bonne opinion d'un juif. C'est intéressant comme croyance. On parle de 500 ans avant Jésus-Christ, les juifs se répandaient. Mais il parle aussi des Perses qui croient en Ahura Mazda, qui est un dieu unique. Et ils disent pour eux, l'intégrité est très importante, la pureté, un homme, une femme, pas de harem, à part le roi, bien sûr, mais sont fidèles à leur femme, ils ont des bons principes. Donc, il y avait une certaine opinion, mais bon, c'est pas tous les Grecs qui ont aimé les Perses parce qu'ils ont fait un grand empire, puis ils écrasaient, puis ils dominaient pendant un temps. Mais ils ont eu un immense empire, donc... Et ce qui est curieux avec Daniel, c'est que Daniel a vu, bien sûr, l'empire chaldéen s'effondrer, babylonien, si on veut, s'effondrer. Il savait, il a dit au roi Belchazzar, ton temps est fait, ce soir même.
Et après, en songe, il a vu que la Perse serait envahie, conquise par un léopard, quelque chose de très, très rapide. Et c'était, bien sûr, Alexandre le Grand. Et qu'Alexandre le Grand aura un royaume qui se diviserait en deux. Et après ça, on aurait l'autre royaume qui viendrait après, l'Empire romain. Et c'est tellement remarquable. Et il y a bien sûr toute une connotation messianique dans Daniel. Et il y a quelque chose d'assez remarquable dans cette histoire. C'est que les historiens, lorsqu'ils regardent les livres de Daniel, j'avais un ami archéologue, moi, qui disait, oh God, c'est du pipeau, ça c'était écrit très tardivement. Voir si quelqu'un avait vu en prophétie tous ces royaumes-là s'effondrer. Ils ont de la difficulté à accepter que Daniel, le livre de Daniel a été, et que Daniel a vécu en l'an 500 avant Jésus-Christ, et qu'il avait tout vu ça dans le futur. Ils ont dit, non, c'est quelqu'un qui écrit ça de façon tardive. Les arguments pour croire que c'était vraiment écrit au temps au temps de Darius. Alors, les Mèdes avaient 6 tribus, dont une était gardienne d'un sacerdoce, d'une tribu sacerdotale. Bien, il y avait un peu cette fonction-là, les Magis, et donc, mais ça devait s'adonner aux sciences, et c'est les gardiens, si on veut, d'une religion qu'on appelle le zoroastrisme, qui est à l'intérieur du mazdéisme, du Dieu unique. Il y avait une réforme vers un retour à la vraie religion de Noé, c'est ce que Zoroastre disait. Et donc, eux étaient gardiens, les Magis étaient gardiens, les Magus étaient gardiens, si on veut, de la religion, un peu comme une prêtrise. Alors, et bien sûr, il y avait toute une connaissance avec l'astronomie. Alors, bien sûr, ce qui est arrivé quand il y a eu tous ces effondrements et d'empire d'Alexandre le Grand, les Romains ont conquis et se sont arrêtés ici. Vous voyez, Palmyra. Alors, cette ligne-ci, il y avait toujours des escarmouches. Les Romains essayaient de conquérir sur l'Empire perse. Alors, je vous montre cela simplement pour vous mettre en contexte qu'à l'époque de Jésus, à cette époque-là, l'Empire romain allait jusqu'à la ligne de démarcation avec les Perses. Alors, donc, d'où venait la connaissance des mages? Oui, Aurélien s'est intéressé à l'Avesta. J'ai pas mis, il y a un autre livre qu'on appelle le Bundaïsh, qui est un perse beaucoup plus récent, un perse des années 1200, mais qui sont des transcriptions en un perse plus moderne, qui vient de l'ancien perse Avesta, qui est un très, très vieux perse. Et le Bundaïs et l'Avesta, c'est flagrant, c'est de l'astronomie. Beaucoup d'astronomie. Le problème, c'est qu'on s'y perd. On ne sait pas de quoi il parle. Et avec Aurélien, je pense qu'on a débloqué, on a réussi à trouver des clés. Et ça attire l'attention d'un académicien de la Sorbonne qui nous a pris contact. On est devenus bons amis. Il est venu chez moi, on a passé 5 jours, parce qu'il pense qu'on a trouvé quelque chose d'assez formidable. Alors, on a beaucoup d'astronomie. Le problème, c'est qu'on s'y perd. On n'a pas de point de repère. Est-ce que c'est une étoile, c'est une planète? On sait que c'est un astre. Alors, c'est le problème avec... Mais ce qui est intéressant avec l'Avesta, les écrits d'Avesta, des Perses, ils attendent un Messie. Ils attendent un sauveur du monde. Un homme qui amène la grande révélation. Et je pense que c'est une science très, très ancienne qui remonte à Noé et qui était existée à la préhistoire. C'est nos conclusions. Et ça va se retrouver même chez les Norses, chez les Vikings, avec Odin. Ça va se retrouver jusqu'en Amérique du Nord. Ce roi souffrant, sacrifice. Alors, le défi de l'astronomie maintenant. Alors, comment résoudre ce mystère? Si on s'y perd dans l'Avesta, si on s'y perd dans... nous n'avons, quelqu'un dirait, on a juste à vérifier les événements astronomiques avec les programmes d'astronomie qui remontent dans le temps, qui te dit à la minute près dans le ciel où étaient les positions des planètes. On le fait d'aujourd'hui. Autant que Kepler, l'astronome allemand, on le faisait sur papier. On avait des notes, des petits chiffres qu'on cherchait. C'était tout à la mitaine, fait à la main, avec des calculs. Et quelqu'un dirait, on a juste à correspondre ça avec la date de Jésus. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand Jésus est décédé, est né. On sait
Même pas quand Hérode le Grand est décédé. On a des approximations. Avec les rois, les empereurs, c'est un peu plus facile parce qu'il y a des écrits, mais il y a plein d'histoires. Alexandre le Grand, quand il est né, quand il est décédé, autour de telle année. C'est très difficile. C'est comme ça l'histoire. C'est toujours des approximations. Alors donc, on ne sait même pas la date de Jésus. Ah, mais non, Jésus est né en an 0 parce qu'on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Non, non, quand les Romains ont réétabli un nouveau calendrier pour que les chiffres marchent avec les saisons, on appelait ça le calendrier julien, ben, ça a été fait dans les années autour de l'apparition de Jésus sur terre. Donc, par la suite, sous l'ère chrétienne, on a dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Mais on ne sait pas quand Jésus est né. On n'a aucune idée. Mais on va voir des choses intéressantes. Alors, j'utilise beaucoup, comme beaucoup d'astronomes, Stellarium, qui est un open source. Beaucoup d'astronomes à travers le monde contribuent à ça. C'est gratuit. Et ça a commencé ici en France par des astronomes français. Et donc, ce n'est pas nécessairement facile parce qu'aucun historien connaît avec certitude la naissance de Jésus. Puis on se dit, ben, Joseph et Marie sont restés en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. On ne savait pas quel âge avait Jésus quand ils sont revenus d'Égypte. On ne sait pas. Alors Kepler il avait tout regardé les textes, l'astronomie entre moins 4 et moins 7 avant notre ère. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de zéro. Vous voyez le 1, moins 2. En astronomie, il n'y a pas de zéro. Alors, les chiffres après 0 correspondent à nos années, mais les chiffres avant, en astronomie, il faut décaler de 1, du chiffre 1. C'est comme ça que les calculs se font. Alors, donc, il y a Ernest Martin, qui a, en 96, il avait publié son livre, et quelqu'un m'avait donné son livre. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai dit, ah! Et j'avais commencé à l'étudier, à regarder le livre. Alors, donc, on a la naissance de Jésus. La flèche vers la droite montre le temps qui s'écoule. Hein? Alors, 1, 2, 3. Jésus est probablement né entre moins 1, moins 5. Il faut regarder les événements astronomiques. Et on ne sait pas quand. Ça pourrait être même en l'an 1. On a Hérode le Grand qui était vivant. On sait selon Matthieu, Dieu, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, mais on ne dit pas quand. On ne sait pas quand Jésus est remonté d'Égypte. Donc, on n'a aucun point de repère. C'est très difficile de savoir quand Hérode est décédé. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les événements astronomiques? On regarde plein de phénomènes. Alors, il y a eu la mort d'Hérode. Hérode a disparu. Alors, ce n'est pas facile. Mais, ce que Ernest Martin a trouvé, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est que, en l'an 3 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en astronomie, on va dire moins 2, c'est pour ça que je mets entre parenthèses. Je dis ça parce que si les gens veulent vérifier avec Stellarium, il faut qu'ils sachent qu'en astronomie, avec le jour astronomique, on dit le jour julien, il faut fonctionner ainsi. Et tout a tourné autour de la constellation du Lion. Intéressant. Et il y a eu plusieurs phénomènes qu'on appelle des conjonctions. Alors donc, on a ici, vous voyez, le 10 août. Alors vous avez les dates principales ici, des événements qui se sont installés sur environ 11 mois. Alors vous avez le mois d'août, le 12 août, le 14 septembre. Après, encore un autre phénomène, le 17, le 8 et le 17, ce sont des conjonctions. Vous voyez Vénus et Jupiter. Vous voyez une étoile ici qui est fixe, pas une planète. Vénus parcourt ici, sur une ligne que vous voyez ici, ce qu'on appelle la ligne écliptique. Vous allez dire, écliptique, ça ressemble au mot éclipse? Oui, effectivement. Il y a un lien entre les deux. Alors, Régulus. Pourquoi Régulus? C'est intéressant parce qu'on va voir un peu. Alors, ça, c'est 10 jours, le 10 août. On voit les deux planètes sont proches.
mais qu'on arrive le 12, 2 jours après, on a quelque chose d'assez intéressant. C'est, ils vont faire une conjonction. Une conjonction, c'est quand deux planètes sont superposées, viennent très très proches, ça fait une super étoile dans le ciel. C'est impressionnant. Très impressionnant. Mais sur l'écliptique, il n'y a qu'une étoile assez brillante, c'est Régulus, avec laquelle une planète peut faire une conjonction. Et Régulus veut dire roi, régent. Régulus, l'étoile du roi, dans la constellation du lion. Quelqu'un va dire, ah, ça devient intéressant. On met les pièces du puzzle en place. Mais, alors, c'est quoi l'écliptique? Alors, là, vous allez vous poser la question. Là, j'explique c'est quoi une conjonction. Vous allez devoir apprendre 2 éléments importants. C'est quoi l'écliptique et c'est quoi une planète qui est rétrograde. C'est assez facile à comprendre, mais bon. Et avec ces 3 éléments-là, on va comprendre un phénomène astronomique qui est vraiment une drôle de coïncidence. Alors, c'est quoi l'écliptique? Vous avez le ciel, et les planètes vont toujours s'aligner selon une ligne ainsi. Alors, on a les constellations qui ont été dessinées dans le ciel comme point repère. Alors, c'est l'écliptique. C'est en fin de compte, c'est le système solaire vu sur sa tranche. C'est pour ça que le Soleil, la Lune, les planètes sont toujours sur l'écliptique. C'est l'horizon du système solaire. Alors, quand on met une Terre ici, on le met sous son socle. Alors, on l'a mis à environ 23 degrés, 23,2 degrés. Là. Ça oscille un petit peu, là, c'est environ le quart de 90 degrés. D'accord? Ça veut dire que si je la mets sur une table, mais ma table et mon plancher, c'est l'écliptique. Tout se balade sur ça, sur ce plan-là. Ça veut dire que quand la Terre tourne autour du Soleil, dans le ciel, on va toujours voir le Soleil sur l'écliptique. La Lune est capricieuse. Elle fait un genre d'oscillation de 5 degrés, en haut et en bas de l'écliptique. La Lune, elle bouge ainsi. Elle tourne dans un phénomène d'oscillation autour de la Terre. Donc, c'est rare qu'elle arrive juste devant le Soleil en raison de ce mouvement-là. Donc, les anciens ont dit, c'est quand la Lune est sur l'écliptique qu'il y a une éclipse. C'est simple, hein? Le mot éclipse vient écliptique vient de éclipse. Si la Lune n'est pas devant... si la Lune ne croise pas le Soleil quand les nouvelles lunes, si elle ne le croise pas et est un peu haute ou en bas, l'ombre va être projetée en haut de la Terre ou en bas de la Terre. Il faut que ça tombe vraiment devant le Soleil. Alors, c'est là l'idée de... Toutes les planètes oscillent un peu ainsi. Vénus, par exemple, oscille beaucoup. Le point de référence, c'est la Terre, parce qu'on mesure tout de la partir de la Terre. Donc, le plancher, on a dit le plancher, c'est l'orbite de la Terre. Jupiter, elle fait un petit peu de mouvement ici. Elle aussi, elle fait un petit angle. Vénus en fait assez beaucoup. La Lune, c'est catastrophique. C'est 5 degrés. C'est très difficile de prédire les mouvements de la Lune. Les formules, je les ai transcrites pour mettre dans l'ordinateur. C'est des équations, mais c'est assez complexe. On n'a pas fini d'étudier les mouvements de la Lune pour la prédire. D'ailleurs, c'est pour ça que le Ramadan, on ne sait pas quand il finit. On ne sait même pas, dans un coin du monde donné, si on va voir apparaître la Lune ou non. On peut pas, on sait à 2 jours près, mais pas à 1 jour près. Ça, c'est les caprices de la Lune. Enfin, alors, vous voyez dans le ciel, vous voyez le système solaire, c'est ça. L'écliptique, c'est le système solaire vu sur sa tranche. C'est notre plancher, c'est notre horizon, si on veut. Celui du mouvement de l'orbite de la Terre. Jusqu'ici, ça va? Mais le problème, c'est que la Terre est inclinée, elle. Puis elle tourne. Alors, qu'est-ce qui arrive à l'écliptique si on est ici? Par exemple, à Paris. Si on est ici, dans une haute altitude, quand on tourne comme ça, qu'est-ce qui arrive? Quand je suis ici, l'écliptique, je la vois comme ceci, avec un angle faible. Quand je suis l'autre côté du Soleil, quand la Terre tourne comme ceci, l'écliptique, par exemple, je suis ici en bas. L'écliptique, je la vois avec un angle plus élevé dans le ciel.
Ça veut dire ça que quand la Terre tourne, si on fait tourner la Terre assez vite, si on veut, et si j'aurais mis dans le ciel, sur l'écliptique, plein de planètes très lumineuses, qu'on voit même la nuit, qu'on voit même le jour dans le ciel bleu. J'aurais plein de planètes très lumineuses, là, dans le ciel. Bon, je verrais l'écliptique osciller ainsi. On voit la petite animation ici. Vous voyez le mouvement, l'écliptique. Quand on est à l'équateur, ici, l'écliptique va osciller comme ça, va tourner comme ceci. Vous voyez un peu l'idée? Au-dessus de notre tête. Mais elle fait quand même une oscillation, parce que la Terre est inclinée. Alors, on est ici, après ça, on tourne, puis on descend en bas. Donc, on voit l'écliptique osciller. Si la Terre était parfaitement droite, comme ceci, par rapport à l'écliptique, sans déclinaison, et on tournerait, l'écliptique, on verrait tout le temps une ligne dans le ciel, au même endroit. Il n'y aurait pas de saison. Alors ici, ce que j'ai mis par-dessus, c'est une grille. On met les grilles, on fait des grilles à partir des mouvements. Ça, c'est la grille équatoriale, qui est exactement conforme à la grille qu'on a fait pour la planète Terre. On a des parallèles, on a des méridiens, et tout a été construit selon le mouvement de la Terre. Et ici, on a plaqué cette grille-là dans les étoiles, puis elle est conforme. Alors, qu'on la regarde tourner, c'est une grille qu'on met en bleu ici. Vous voyez un petit peu les images blanchâtres? Ça, c'est des constellations. Il y en a partout des constellations. Hein? On en a mis partout pour bien repérer les étoiles. C'est des repères dans les étoiles. Tout tourne autour d'un centre ici. Vous voyez ici ce centre-là. Ça pointe vers l'étoile polaire. Tout le ciel tourne autour de l'étoile polaire. C'est un exercice des fois qu'on comprend, qu'on saisit, puis demain matin, on se réveille et on a tout oublié. Et les astronomes font toujours l'effort de faire des réflexions parce que ce n'est pas toujours facile, cette géométrie de mouvement. Si au moins c'est une géométrie fixe comme un bâtiment, mais là, vous remarquez, c'est quoi les constellations de l'écliptique? C'est le zodiaque. Le zodiaque, le Soleil ne passe que devant les constellations du zodiaque. Même chose pour les planètes. Il ne passe pas devant les autres constellations. Parce que les constellations, c'est le fond d'étoiles sur l'horizon de l'écliptique du système solaire. Donc, quand on voit les planètes bouger dans le ciel, passer dans le ciel, vont toujours être devant les 12 constellations du zodiaque. Ça a inspiré l'horoscope, mais à la base, les gens ne croyaient pas à l'horoscope comme on le fait aujourd'hui. C'était réservé pour les rois, les nations. Ça avait comme une autre forme de science que celle qu'on connaît d'aujourd'hui, qui est complètement bidon, en fait. Et Dieu l'avait interdit dans l'Ancien Testament. Alors, vous voyez un peu. Alors, ici, je prends toujours cet exemple-là. Vous avez la Terre, vous reconnaissez les parallèles, vous voyez les parallèles méridiens. La Terre tourne, la grille a été établie selon la rotation de la Terre. On peut déployer la Terre puis en faire une carte. Celle-là est équidistant. C'est cylindrique équidistant. Parce que chaque tranche sont identiques en largeur. Mais on peut avoir des cartes étirées, il y a différents types de projections, on a de toutes les sortes. Alors ici, on peut faire la même chose avec vous voyez le petit système solaire ici, au milieu, il y a un petit système solaire. Et ça, c'est tous les étoiles qui enveloppent la voûte céleste avec les constellations. Mais cette fois-ci, la grille, elle est orange. C'est une grille qui recouvre le système solaire. Son équateur, c'est l'écliptique. Ce n'est pas le mouvement de la Terre, de sa rotation. C'est le mouvement de la Terre qui fait le tour du Soleil. Alors, et là, ce qu'on peut faire aussi, c'est la même chose, c'est qu'on peut la déployer. Alors, j'ai organisé une animation ici, spéciale. On peut étirer la sphère, la mettre en cylindre, et qu'est-ce qu'on fait après? Bien, elle va se dérouler. On la déroule. Et on a une carte du ciel avec une grille aussi, un peu comme celle de la Terre, mais c'est la grille du système solaire, pas de la rotation de la Terre. C'est différent. Et la ligne au milieu, qui est médiane, c'est l'écliptique. Et là, on retrouve tous nos constellations du zodiaque. Et là, vous remarquez une étoile très brillante, c'est Régulus, c'est la seule étoile brillante sur l'écliptique. La seule. Il y a Spica à côté, dans la main de la Vierge, il y a Spica, mais 2 degrés sous l'écliptique.
Donc, les planètes ne peuvent pas faire de conjonction avec des étoiles brillantes autres que Régulus. Vous me suivez? Que l'étoile du roi, du lion. C'est vraiment curieux, hein? Et c'est ça qui donne des choses assez spectaculaires. Alors maintenant, zodiaque, c'est quoi? Je l'écris avec 2 O, zoo, zoo, qui veut dire animal. Diaque, c'est un cercle d'animaux. Parce qu'il y a 9 des constellations, c'est des animaux. Alors les Grecs disaient zodiaque, ça veut dire le cercle de petits animaux. Alors maintenant, vous voyez un peu notre sphère d'étoiles sur la droite en bas, qui est avec l'horizon, qui est l'écliptique, celle du système solaire, avec le trajet de la Terre comme point de référence. Et vous voyez notre carte ici, sur la droite, un peu déployée comme une carte monde, à plat. Et vous avez l'écliptique, vous le voyez sur votre droite. Vous voyez le système solaire qui tourne, je ne sais pas si vous voyez bien, les planètes qui tournent. Mais sur l'écliptique, on va voir apparaître, si on veut, vous avez le zodiaque, ici, et les planètes vont toujours passer devant le zodiaque, hein, le Soleil, la Lune aussi qui défile. Et là, on voit apparaître la Lune qui monte, qui descend, elle monte. La Lune va assez vite, c'est l'élément qui va le plus vite dans le ciel. Elle fait le tour de la Terre en 27 jours, 28 jours. Alors que les autres planètes, Jupiter, c'est 11 années,8. C'est très lent parce qu'elle est très loin. Mars, elle est loin, mais elle est plus vite. Mercure et Vénus sont proches du Soleil, sont vite dans le ciel. Au bout de 4 jours, elle n'est plus à la même place. Jupiter, au bout de 3 jours, tu as l'impression qu'elle n'a pas bougé. La Terre tourne, le ciel tourne, Jupiter est presque toujours au même endroit. Il faut y porter attention. Mais les anciens, comme les Perses, ils connaissaient, ils pouvaient prédire à l'avance dans 20 ans, ça va être où Jupiter, dans quelle constellation, à telle époque de l'année. Ils pouvaient dire exactement où elle était pour être. Une grande connaissance. Alors donc, il y a conjonction Régulus-Jupiter. Jupiter, si on prend n'importe quel marqueur sur l'écliptique, vous allez dire, dans combien d'années, dans combien de temps Jupiter va se retrouver au même endroit parce qu'elle le décale. Dans 11 années, 11,862 années. Une fraction d'année, si on veut. Donc, ça ne revient jamais à la même époque, au même endroit, pendant l'année. Ça décale. Conjonction Vénus-Jupiter, c'est tous les 24 ans. Donc, les événements qu'on va voir, ce n'est pas si spectaculaire que ça. Ça arrive relativement souvent. À tous les presque tous les 12 ans, Jupiter vient se superposer à Régulus. Ça fait une super étoile dans le ciel. C'est impressionnant, mais c'est pas, ça n'a rien de grosse coïncidence. Hein? Alors donc, mais ce qui est incroyable, c'est que les mêmes phénomènes reviennent moins d'une année après, en raison de ce qu'on appelle la rétrogradation des planètes. C'est quoi? Vous allez faire un petit effort avec moi. Alors, vous avez le Soleil, les planètes tournent, vues d'en haut, les planètes tournent tous anti-horaires. La Terre sur elle-même tourne anti-horaire. Les planètes s'en vont tous anti-horaires, comme ceci. Alors, vous voyez Jupiter dans le ciel, vous passez à côté de Jupiter, la Terre passe un peu plus vite, puis on la voit bouger, décaler comme ceci. Mais nous, si on avance un peu plus vite, tout d'un coup, Jupiter se retrouve là, et là, elle n'est plus devant la constellation qu'on avait pensée, elle a comme reculé. Et vous avez la rétrogradation, même avec Mercure, Vénus, qui tourne proche du Soleil, on a des rétrogradations de ça. Le lendemain, hey, ils sont supposés aller tous dans cette direction-là, et tout d'un coup, ils se mettent à reculer. Rétrogradation. Rétrograde. Et là, on a ce phénomène-là, et c'est là qu'on retrouve 2 fois le même événement, ce qui est tout à fait curieux. Intéressant. Alors donc, il y a un problème avec les conjonctions. Par exemple, Vénus est toujours proche du Soleil. Pourquoi? Mercure et Vénus sont proches du Soleil. Vous ne verrez jamais Vénus ou Mercure en pleine nuit. Jamais. Vous ne le verrez jamais en plein jour parce que le Soleil est là, il éblouit le ciel.
Mais si elle est un peu décalée, pas trop proche du soleil, le soleil se couche, le ciel commence à être un peu foncé entre chien et loup, et là, tout d'un coup, vous voyez Vénus, qui est une des planètes les plus brillantes dans le ciel avec Jupiter. Ou encore, au lever du soleil, juste avant le lever du soleil, vous voyez Vénus apparaître. Mais toujours proche du soleil. Ah, ça fait curieux parce que les gens se lèvent le matin très tôt au lever du jour, puis dans le ciel commence à être bleu, il n'y a plus d'étoiles, on ne voit plus d'étoiles du tout. Peut-être Sirius, c'est la plus brillante des étoiles, mais même là, d'un coup, on voit, c'est quoi cette étoile? C'est un avion, ça, avec ses lumières? Dans le ciel qui est presque bleu, vous voyez encore une étoile, c'est Vénus. Parfois Mercure, qui est un peu plus rougeâtre. Ou encore, au coucher le soir, le soleil se couche, il fait encore un peu clair. Une étoile super. C'est quoi? C'est une étoile? C'est un avion? Vous regardez? Non, non, c'est une étoile, c'est Vénus. Mais toujours proche quand même du soleil. Si vous arrivez la nuit, 8 heures après, pensez plus, Vénus a suivi le soleil, elle a disparu sous l'horizon. Alors donc, si vous avez Jupiter, Vénus, ben, c'est une belle conjonction, mais vous ne la verrez pas en pleine nuit. Hein. Vous allez la voir au lever du soleil. Et c'est ce qui s'est produit le 12 décembre. Quelqu'un se réveillait assez tôt. Si vous étiez en Finlande, oubliez ça. Hein, vous voyez, le soleil sort très très tôt et la conjonction, vous ne la verrez pas. Mais au niveau de Jérusalem, au niveau du Proche-Orient, même ici à notre latitude, on pouvait la voir. Mais au lever du soleil. Alors donc, le 13 septembre, ben, tranquillement, Régulus et Jupiter vont se rapprocher. Et bien sûr, vous allez, le 14, vous allez avoir une autre conjonction, cette fois-ci pas Vénus-Jupiter, mais Régulus et Jupiter. Le 14, qui font encore là une super étoile, parce que Régulus, je l'ai dit, c'est la seule étoile qui vaut la peine de faire une conjonction avec une planète, surtout l'écliptique. L'étoile du roi, l'étoile régnante. Alors ensuite de ça, bon, vous avez, c'est le 17 février, on le retrouve. Ah non, Jupiter est supposé d'avoir quitté Régulus, elle se déplace, non, rétrograde. Elle fait le chemin inverse, parce que la Terre a changé de place. Et, c'est intéressant. Et après, ben, vous l'avez encore le 8 mai. Hein? Triple rétrograde. Ça commence à être... Et là, on le retrouve le 17 juin, encore Vénus-Jupiter. C'est supposé se produire à tous les 24 ans, mais là, on a un phénomène de rétrogradation qui permet que, sur un espace de 11 mois, on voit un phénomène qui est excessivement rare dans les annales d'astronomie. Alors, on va regarder un truc. Le 12 septembre, vous remarquez ici, le soleil sort. Là, vous ne voyez plus cette étoile-là. Hein, le ciel est bleu. Maintenant, le soleil est bien élevé, complètement élevé. Et les anciens savaient qu'il était dans la Vierge. Pourquoi? Parce qu'on sait, on voit le lion sortir, la constellation du lion, disparaître dans le bleu, puis on voit le soleil, on sait qu'il est dans le... Les gens le savaient, puis ils prenaient des degrés. Ils savaient en degrés où était le soleil dans le ciel bleu. Dans le ciel bleu, je me disais, mais il est où le soleil, là? Il est devant quelle constellation? On ne le voit pas. Un astronome veut dire dans telle constellation. Même dans l'Antiquité, les observateurs pouvaient dire le soleil est dans telle constellation. Et Mars, on ne le voit pas. Mars est dans telle constellation, mais derrière le ciel bleu. Comment tu sais ça? Par les papiers, par les chiffres, on prend des notes, on connaît les années sidérales, ce qu'on appelle l'année sidérale. On ne sait même pas quand Jésus est né, même pas quelle saison. Il est né le 25 décembre. Non, non, on a calé ça le 25 décembre. Parce qu'il y a toujours ce solstice du 21 jusqu'au 24, où c'est la résurrection du Dieu Soleil, après 3 jours dans le séjour des morts, à bloquer au même endroit. Solstitium, le soleil qui s'arrête le 21 décembre et qui arrête de bouger. Et là, ça fait peur. Parce que s'il ne repart pas dans l'autre direction, c'est l'hiver éternel et c'est la fin du monde.
Donc, on rentrait un arbre, on faisait 3 coches dedans, et après, on le coupait en 3 morceaux, on le brûlait le 4e jour, qui était le 25 décembre. Et là, on se disait, bon, ça y est, si les journées commencent à rallonger, le printemps va revenir, ça ne sera pas la fin du monde. On va survivre. L'arbre de Noël, si on veut. Ça varie d'un peuple à l'autre. Ils ont des détails sur ça. Donc, les premières personnes se sont converties au christianisme. Ben, ça y est. Du 21 au 24, le roi qui meurt 3 jours et qui ressuscite, c'est Jésus. Alors, il faisait comme un lien entre les deux. Alors, c'est-à-dire que dans le ciel, il y a comme une science messianique, si vous voulez. Alors, pourquoi je vous montre ceci? On ne sait pas quand Jésus est né. Par contre, vous voyez le soleil ici, quand Régulus et Jupiter font leur conjonction, qu'on ne voit pas dans le ciel bleu, mais qu'on voyait au petit matin. Et vous voyez le soleil qui est au milieu de la Vierge, et ses pieds sont où? La Lune est où? Au pied de la Lune, au pied de la Vierge, pardon. Alors, ce n'est pas un phénomène qui est rare, ça se produit tous les ans au mois de septembre. Là, on est au mois de septembre, le 12 septembre, on est au mois d'août, pendant l'été. Alors, regardez, Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, probablement les 12 constellations. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. On saute, le verset 3. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Vous voyez l'hydre, le serpent dessous, l'hydre. Tous regardent dans la direction, tous les planètes vont dans cette direction-là, tous les planètes circulent dans cette direction-là, même le Soleil, mais tous les étoiles tournent dans cette direction-là, et la Vierge et la tête du lion et la tête du serpent est dans cette direction-là. Mais le serpent est prêt à se tourner pour dévorer l'enfant. Alors, et on retrouve ça, vous voyez un peu, cette constellation, c'est à Babylone. Ce concept-là est là, et le lion chevauche le serpent pour dire, je vais t'écraser, toi. En fait, l'enfant va naître de la Vierge, et il y a une progression de l'histoire, et à la fin, il devient le lion, le roi régnant. Et à Babylone même, c'était très important ce concept-là, le lion qui domine l'hydre. Et vous avez la Vierge qui est juste à l'arrière ici. Elle tient toujours une gerbe, comme on l'a dans l'Ancien Testament, hein, le gerbe, en parlant du Messie. Alors, elle tient une gerbe ici. On la voit dans toutes les constellations anciennes, on la montre toujours avec une gerbe. On voit l'oiseau qui picasse la queue de l'hydre. Et on a ici le lion qui domine. Et on le retrouve même en Égypte. Le sphinx, c'est un corps de lion avec un visage de femme qui regarde dans la direction de la rotation, du mouvement des étoiles. Ça représente, si on veut, le lion et la Vierge, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Parce que tout commence, l'année commençait en septembre avec la Vierge, et ça progressait, et on revient au lion dans cette thématique-là. Alors, vous voyez ici une effigie dans laquelle on a le lion. Ça, c'est Orion, en fait. On voit le lion avec une tête de femme par-dessus le serpent. Et on a ici le serpent qui a la gueule vers la Vierge. Alors, donc, dans le temple d'Esnay, à Dandérali, en Égypte, bien, on l'a ici. Vous voyez la Vierge. Vous voyez la Vierge ici, avec la gerbe. Vous voyez le lion par-dessus le serpent ici. On peut regarder en détail. Donc, ils ont les mêmes constellations avec l'oiseau qui vient picasser la queue du serpent, comme on le voit dans nos constellations modernes. Alors maintenant, quelqu'un dirait « Ouais, mais ils ont inventé ça, ils ont pu voir ce qu'ils voulaient dans le ciel. »
ils ont vu un lion, ils ont appelé ça l'étoile Régulus. C'est aléatoire tout ça, il n'y a pas une science derrière ça. Il y a pas, alors si on aurait voulu, on aurait pu redessiner les constellations puis faire la constellation du fer à repasser ou du séchoir à cheveux ou ce que vous voulez, du iPad, la théière. Alors, c'est des constellations qui sont très anciennes, qui signifient quelque chose. Et donc, malheureusement, on n'a pas de beaux dessins comme ceux-ci faits avec des étoiles. Quelqu'un va dire, ben, on voit ce qu'on veut dans les nuages. Vous voyez un lapin, vous voyez un rasoir électrique, vous voyez une tondeuse, vous voyez un gros camion. Vous voyez ce que vous voulez dans les nuages. Dans les étoiles, c'est la même chose. Alors, c'est simplement... Et ça nous amène à la question, est-ce que le ciel est aléatoire ou si un dessin est dessiné avec un mécanisme intelligent qui possède un message. Et c'est ce qu'on a réussi à débloquer. Alors, le défi de l'astronomie. On sait que tous les mythes, même les grands mythographes ou mythologues du monde entier reconnaissent que tous les mythes viennent de la préhistoire. On le sait. Même au CNRS, on a des grands chercheurs comme Julien Duy et Le Québec qui travaillent pour le CNRS, qui compilent tous les mythes du monde entier avec d'autres chercheurs. Et les mythes remontent à une même source, et c'est à la préhistoire. Parce qu'on a des mythes très semblables qu'on retrouve même en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, chez les Amérindiens, qui sont semblables à nos mythes. Mais c'est quoi la clé? Comment expliquer cela? Alors, il y a comme une boîte noire, on sait que ça découle, mais on ne comprend pas. Comment ça se fait c'était si stable à travers les temps? Donc, on prend dans les grottes de Lascaux, qui est au Paléolithique, l'époque des chasseurs-cueilleurs, l'homme de Cro-Magnon, si on veut. On a ici la constellation, on a le taureau, et il y en a qui disent, ben écoute, c'est drôle, hein, mais c'est parce qu'on a les Hyades, un petit groupe d'étoiles au niveau de l'œil, puis on a les Pléiades, pareil comme notre constellation d'aujourd'hui du taureau. Donc, ça existait bien avant Babylone, il y avait déjà un dessin dans le ciel de cette science-là. Ce qui est tout à fait curieux, mais à l'époque, on n'avait pas peut-être pas de la Vierge ou d'autres choses, mais il y avait d'autres éléments avec une thématique semblable. Alors, Claude Lévi-Strauss, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est dommage, beaucoup de Français ne le connaissent pas, mais c'est un anthropologue, un ethnologue qui a marqué l'anthropologie dans le monde entier. Il était jeune à l'époque, il est mort en 2009. Il était dans la jungle, il a vécu parmi les Bororos. Il collectait des mythes du monde entier que tu retrouves en Polynésie, dans l'Amazonie, dans la jungle, tu retrouves ailleurs. Il dit, écoute, ils sont similaires, les mythes. Ils ont des thématiques semblables. Donc, il a inventé le mot mythème pour classer les mythes. Dans une mythologie, il y a des mythèmes, des éléments d'un mythe. Alors, il a travaillé sur ça, j'ai lu ses livres. Et il dit des contes si fantastiques et si arbitraires. Et pourtant, ils se ressemblent d'une culture à une autre. Arbitraire dans le sens que tu n'as pas moyen de trouver une logique. Pourquoi? C'est quoi la logique derrière l'histoire? Des fois, elles sont comme absurdes. L'histoire, sont arbitraires, dans le sens que si tu trouves un mythe à travers le monde entier, ou pourquoi les lapins ont des longues oreilles? Ben, parce qu'ils n'écoutaient pas et son maman l'a pris par les oreilles et dit, tu vas m'écouter, puis là, ça y a allongé les oreilles. Si on retrouve ça un peu partout, on va dire, oh, c'était prévisible. C'est pas arbitraire. On peut presque deviner d'où vient l'histoire, d'un petit côté pratique. Pourquoi la tortue marche lente? Ben, elle porte sa maison sur elle. Bon, des trucs comme ça. Mais là, c'est plus sophistiqué ou plus subtil que cela. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, c'est quoi un moyen mnémotechnique ou mémotechnique? C'est une façon de se rappeler. Hein? Moi, mon nœud de chaise simple, en voile ou en escalade, ben écoutez, je suis obligé de tourner la boucle d'une certaine façon, mettre le trou du lapin devant l'arbre. Le lapin sort du trou, fait le tour de l'arbre, il rentre dans le trou, et après ça, on peut faire un nœud pour rebloquer. C'est un nœud fantastique, les marins l'utilisent. Quand c'est gelé, quand la glace se prend même en montagne, c'est un nœud qui est facile à défaire, on le tortille. Avec un nœud plat, on ne peut pas faire ça. Et c'est un nœud qui s'ajuste facilement. Mais moi, je ne peux pas faire mon nœud de chaise simple, en voile ou en montagne, sans penser au petit lapin puis à l'arbre. Et le plus drôle, c'est je peux être sur une paroi avec la main là, puis j'ai enseigné l'escalade comme moniteur. On peut m'envoyer une corde, et je prends la corde comme ceci, et sans le truc du petit lapin, juste avec un mouvement de main comme ça, je peux faire mon nœud de chaise simple.
Le mouvement est ménonique et mnémotechnique. Mais quand je le fais comme ça me prend l'histoire du petit lapin. L'astronomie, c'est plein d'histoires mnémotechniques ainsi. Je prends un mythographe qui tout d'un coup, il entend une histoire du petit lapin qui sort du trou, fait le tour de l'arbre et après ça, et qui crie « Maintenant, fais gonfler les voiles, allez, beau navire, va-t'en, tu peux quitter le port, tu peux quitter la berge. » Tu vas dans une autre culture, ben c'est un dragon qui sort dehors, il va voir la montagne, il ne va pas le tour, mais il va voir la montagne, il revient dans son trou, et là, il entoure sa queue, et là, il souffle un gros vent chaud en criant « Allez, prends ton vent, prends ton vent. » Il ne parle pas de bateau, il regarde la mer, « Prends ton vent. » Il crie « Prends ton vent. » Il manque le bateau, il ne fait pas le tour de la montagne, c'est quoi ce truc-là? Il manque un bout. Là, on se dit, ben, ça ressemble drôlement à l'histoire du petit lapin. Mais c'est quoi la clé? Et là, tout d'un coup, notre anthropologue s'en va dans le Pacifique, en Polynésie, où tous les enfants font de la voile, parce qu'ils vont à la pêche avec leur voile, ils font tout leur nœud de chaise simple, et là, les enfants disent tous, « Ah ben, nous, on l'apprend comme ça. C'est la petite souris qui sort du trou. Qui fait le tour du palmier, elle rentre dans son trou, puis à la fin, s'il manque de longueur de queue ici, il faut bloquer la queue. Alors avec sa queue, elle fait un dernier tour pour verrouiller. Ah ben c'est ça la queue du dragon. Et c'est ça la voile. C'est ça. Et là, ça devient, là, on décode tout. Là, tout d'un coup, tout fait du sens. Mais il faut trouver c'est quoi l'élément derrière. En astronomie, quand on le découvre, quand on le connaît, paf! On trouve plein de choses, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, ça a attiré l'attention d'un chercheur de la Sorbonne à partir des éléments qu'on a fait de nos recherches. Bon, celle-là était facile, voir Zeus, Indra, Jupiter, Tyrannus chez les Hittites, ils tiennent tous, c'est Orion. C'est évident, avec ses éclairs, son marteau, Thor ou... Ça, c'est évident, c'est flagrant, c'est Orion. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec les histoires? Donc, des éléments dedans. C'est pas facile. Alors, je m'étais intéressé à des... Les gens disent, bon, le Néandertal était moins intelligent que nous, maintenant on ne dit plus ça, mais on croit qu'il est intelligent. Mais maintenant, l'Homo erectus, c'est avant le Néandertal. Mais on s'est aperçu, puis c'était John Felix, je suis en contact avec, parce que, bon, on a édité, je publiais pour son journal. C'est un préhistorien qui a découvert, mais écoute, regarde, il dit, on trouve des outils faits par, et ça converge vers un même point. De l'Homo erectus, c'est un rapporteur d'angle. Après ça, il a fait des études plus sérieuses que ça. Puis il dit, écoute, c'est des systèmes d'angles, et c'est pas aléatoire. Ils sont tout le temps, forment toujours des angles de 2 degrés, 4 degrés, 6 degrés, 8 degrés. C'est des instruments de mesure. Ils mesuraient quoi? Ils ne faisaient pas de l'architecture avec ça. Pour moi, c'est de l'astronomie. Alors, je décide d'aller voir à Bilzingsleben, où ces pièces-là avaient été trouvées. C'est l'endroit le plus important dans le monde entier pour les recherches sur l'Homo erectus, parce qu'il y a plein de choses qui ont été trouvées là. Alors, je vais passer là, je rencontre Enrico Bruhl. On est devenus bons amis. J'ai passé 2 jours là, puis on ne s'ennuyait pas, on a parlé, puis il m'a dit, j'ai dit, je t'ennuie pas, je te coupe pas. Non, non, Guy, il dit, tu reviens tant que tu veux. On a fait ça, c'était en 2018. Je revenais de Pologne, j'ai arrêté là. Là, il me dit, écoute, et j'ai trouvé un truc marteau. Incroyable. Il dit, j'ai trouvé ça l'an dernier. Il dit, on a fait tout le scan de l'outil. Écoute, c'est à la fraction du millimètre en termes de mesure et d'angle. Ils ont tous la même profondeur. Je me creuse encore la soupière pour comprendre comment ils ont fait ça. Mais c'est un instrument de haute précision. Puis il m'a donné plein d'éléments pour montrer comment l'Homo erectus était intelligent. Comment il tannait la peau d'ours en passant. Et après avoir parlé longuement d'astronomie, il connaissait beaucoup la mythologie parce qu'il avait fait son cours en archéologie classique. Et il me dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit, pour stabiliser les mythes à travers le monde, ça prenait quelque chose de très tangible. Sinon, il aurait été distorsionné.
Ça prenait quelque chose, et il n'y a rien de plus tangible que le ciel. C'est fou. Pourquoi? Pourquoi faisait des instruments de mesure comme ça si précis? Bonne question, hein? Et bien sûr, ça m'a amené à donner une conférence, Nouveau regard sur la préhistoire, que j'ai donné cet automne avec tous ces éléments-là. On va terminer bientôt. René Girard. Ben, René Girard, c'est un Français qui était parti à Stanford, un prof de littérature qui s'intéressait à l'anthropologie, la mythologie. Il s'est aperçu pourquoi les anciens faisaient des sacrifices. Et les gens vont dire, bon, ils faisaient des sacrifices parce qu'il y avait une meilleure école, une meilleure chasse, etc. Avant d'aller à la guerre, on fait des sacrifices. Non, il y avait une autre fonction. Quand on étudie les mythes, on retrouve toujours un rituel semblable derrière le mythe. C'est que les tribus se rassemblent, les peuples se rassemblent occasionnellement, ils se rappellent d'une histoire, qu'on fait le sacrifice, que un jour on a cherché un bouc émissaire, c'est toi le coupable, et la personne, c'est une bonne personne. Et là, on l'a tué pour régler nos problèmes, le chaos. Et on s'est aperçu que non. Après qu'il soit mort, on s'est aperçu que non. Il est devenu un intercesseur parce qu'il était innocent. Et maintenant, on est obligé de faire affaire avec lui pour prier, pour intercéder. C'est un Dieu intercesseur. Et il était saint, il était parfait, et il a pris une place dans les étoiles. Souvent la consolation de l'ours, le petit ours. Enfin. Donc, chez les Aïnous, ça c'est dans le nord du Japon. Avant l'arrivée, on voit que un monsieur avec la barbe, les Japonais ne sont pas barbus comme ça. Ça, c'est les descendants des Aïnous qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui, ils existent encore d'aujourd'hui avec leur langue. Ils étaient là avant que les Japonais arrivent en l'an 800. Les Japonais sont arrivés là, il y avait l'acier. Eux étaient à l'âge de pierre, ils n'avaient jamais découvert le métal. Mais c'est des gens qui étaient très vaillants, très bons guerriers. Et finalement, ils ont été dominés. Mais eux avaient un récit du sacrifice de l'ours. On prenait un petit ours qu'on élevait. Après ça, on mettait tous les blâmes sur lui. Il mourait, il s'en allait dans les étoiles, puis devenait intercesseur. Alors, les Aïnous ont ce culte de l'ours qui remonte à la préhistoire, on le sait. Le culte de l'ours, les préhistoriens croient qu'il existait omniprésent à la préhistoire. Mais qu'il y avait cette question-là. Vous vous souvenez d'Artémis, d'Arthur, cette question-là. Et même qu'il y a des étoiles particulières qu'on retrouve dans la constellation de l'ours, qu'on retrouve dans le monde entier. On sait que ça remonte à la préhistoire. Alors donc, les Aïnous, c'était des vaillants guerriers. D'ailleurs, les samouraïs viennent des Aïnous. Odin, qui était suspendu à l'arbre de vie, c'est le seul, le dieu norse, le dieu viking, c'est le seul qui avait la lance de justice, qui ne fait pas de mal aux bons et qui fait du mal aux méchants, qui punit les méchants. Ben, il va se livrer à ses ennemis, un peu curieux. Ils lui prennent sa lance, ils le suspendent à l'arbre de vie, et il perd son côté, et il meurt, puis il devient 3 jours, 3 nuits dans le séjour des morts, 3 jours, 3 nuits dans le monde des vivants, et après ça, il va au ciel pour réconcilier le monde des morts et des vivants. Et alors, ça ressemble drôlement à Jésus. Il y en a qui ont dit que c'est une corruption du christianisme. Quand les premiers missionnaires sont arrivés là, ils ont introduit ça. Non, on s'aperçoit que c'est très, très ancien. On a des trucs, des stèles qui remontent à l'ère pré-chrétienne. On a Odin qui a le côté percé. On a des cérémonies semblables chez les Amérindiens en Amérique du Nord. Pourquoi 3 jours, 3 nuits? Encore là. Le soleil bloque 3 jours, 3 nuits au solstice d'hiver, puis il repart dans l'autre direction. Puis on l'a chez les Amérindiens, où ils font 3 fois le tour avec les côtés percés comme ça, autour d'une tige, la danse du soleil. Ça fait un peu morbide, mais enfin, les principes sont beaux derrière. Alors, on ne va pas rentrer dans les... Mais là, j'étudie d'autres textes. Icarios avec Ergemon, il y a la question et beaucoup qu'on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait une structure dans les étoiles, c'est grâce à André Moschera, Karnak, avec des kilomètres de distance de menhirs qui ont été, comme je l'avais dit, un oscillement. Et l'oscillation fait ça, mais c'est très, très subtil. Karnak, ils ont fait un relevé à la verticale des mouvements de l'écliptique avec les mêmes angles. Ils sont très, très subtils. C'était balancé à l'horizon, orienté selon Aldébaran, une étoile importante,
et on fait des kilomètres de Ménil. L'astromitra, vous voyez Arcturus, vous voyez des étoiles importantes, principales. Ben, je me suis aperçu que ces étoiles-là de grande magnitude tombent sur les méridiens de l'écliptique. Il n'y avait aucune raison. Et les distances géométriques entre correspondent à des chiffres bien, bien précis, des angles bien précis. Et c'est un peu en cause d'André Moschera qui m'a dit, écoute, il y a l'inclinaison de la galaxie, de la Voie lactée, est de 60 degrés avec l'écliptique. Il dit, on dirait une construction qui est volontaire. 60 degrés, ce n'est pas n'importe quoi comme angle. Un triangle équilatéral est 60 degrés. 360 degrés, tous les peuples utilisaient 360 degrés, même les Mayas, pour compter les degrés, leurs mathématiques géométriques. 365 jours de l'année, 360 degrés. Et là, on a 360 degrés divisé par 6, c'est 60. Et là, je m'aperçois, je regarde les distances entre les étoiles qui correspondent à une thématique. Écoute, il y a une étoile qui est à 900 années-lumière, l'autre qui est plus proche, mais elle est moins brillante. Les deux ensemble sont ajustés en 3 dimensions pour être sur un méridien de l'écliptique. C'est complètement marteau. Je reviens du Tchad pour étudier un peu là-bas, aussi faire de l'astronomie avec les gens du désert, apprendre un peu d'eux. Et je reviens du Tchad, je parle avec André, tout ça. Bon, je fafouine un peu sur la mythologie, avec tous les données, les notes qu'on avait fait avec Aurélien. Je m'aperçois que je découvre ça. C'était en février 2020, en plein COVID. J'ai tombé de ma chaise. J'envoie un email à André, j'ai dit, regarde, soit dans Gilgamesh, il y a de l'astronomie, il donne exactement, là j'explique. Il dit, Guy, mais écoute, c'est fou cette histoire-là. Ça veut dire que ça serait la première preuve de l'existence de Dieu. La première preuve, mathématique, physique, parce que si je lance des petits cailloux par terre, il n'y a aucune raison qu'ils vont s'installer pour faire une structure. S'ils s'installent à tout coup pour donner une structure, ça défie les lois de la physique. C'était mis en place pour une raison. Donc, les mythes, c'est une ancienne science des mythes pour décoder. Vous allez voir ça sur l'Internet, c'est en vidéo. Et après ça, je découvre un autre truc, mais encore, c'est encore fou, grâce à l'histoire d'Icarius et Ergenemon. Icarius est encore un sacrifice injuste, et sa fille se suspend, se pend, enfin. C'est dramatique comme histoire. Ça a amené des cérémonies en Grèce, dans l'Antiquité, où les filles, à une certaine saison, se balancent sur une balançoire pour se remémorer de la pendaison, mais c'est pour trouver le centre, le pôle galactique. Non, là, je ne vais pas l'expliquer, là, mais c'est un truc de ouf. C'est encore 30 degrés, 60 degrés, avec Régulus, avec Arcturus, Pica, des étoiles importantes. Mais j'ai dit, mais c'est fou cette histoire. C'est incroyable. C'est quand j'ai tombé de ma chaise, il y a 60 degrés. Ça indique dans la chevelure de Bérénice, le centre, parce que la Voie lactée, elle coupe à travers comme ça l'écliptique à 60 degrés, mais elle coupe en deux. Donc on a 180 d'un côté, 180 de l'autre. Les étoiles sont installées pour trouver l'endroit. Et tout d'un coup, je m'en aperçois que dans les mythes, il y avait ça. Ça veut dire que les gens racontaient les mythes, avaient peut-être oublié. Mais je pense qu'il y a des danses qui se faisaient en cercle pour se rappeler de ces mnémoniques. Il y a des danses, je sais, c'est astronomique. Mais des fois, on en a oublié l'origine. Mais il y a des mythes. Là, mais écoute, il y a des mythes. C'est fou. Et ça, j'aurais jamais pu faire ça sans l'étincelle d'André Moschera qui m'a dit, Guy, il y a une structure dans le ciel. Les Égyptiens, dans leurs écrits, font toujours allusion à des trucs qui ne semblent pas des coïncidences. La mathématique du ciel. Il me dit ça. Ah, OK. Ça m'a inspiré quand j'ai montré ce que j'ai trouvé. Il dit, Guy, là, c'est chaud. Et j'aurais jamais pu sans Aurélien qui a pris des tonnes de notes. On a pu décoder c'est quoi la Voie lactée. Donc, on est capable de voir des mythes qui semblent disparates. Tout d'un coup, ça fait du sens, que ce soit en Corée, au Japon, chez les Grecs, Égyptiens, jusqu'en Australie. Il y a encore des trucs, mais
des trucs qui m'épatent. On s'arrête ici.